Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction à Vienne pour commencer cette édition. C'est aujourd'hui un grand jour pour montrer le succès de la politique du gouvernement malgache dans la promotion de l'industrie à Madagascar et pour reconstruire l'économie. Aujourd'hui, à Vienne, l'ONUDI a remis leur prix aux 10 présidents africains qui ont remporté le trophée de champion de l'industrialisation en Afrique. Le président de la République, Andry Rajoelina, figure parmi ceux qui l'ont remporté. Le directeur général de l'ONUDI, Gerd Müller, a déclaré que la vision du développement de Madagascar est un exemple à suivre pour les autres pays. C'est en 2019, durant la 18e session de la conférence générale de l'ONUDI à Abu Dhabi, que le président Andry Rajoelina a développé la stratégie de Madagascar pour développer l'industrie. Des projets qui ont convaincu l'ONUDI. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, le pays a créé 107 nouvelles unités industrielles dans le cadre du projet FIARIN et du programme One District, One Factory. Parmi les projets cités par le président Andry Rajoelina lors de son discours figure l'usine productrice de farine, celle productrice de sucre, Pharmalagas, l'usine de fabrication de médicaments, l'usine NutriSud pour répondre aux besoins dans le sud du pays. À Madagascar, nous avons implanté 107 unités d'usines industrielles. Des projets prioritaires sont actuellement mis en œuvre. En termes d'agro-industrie, l'implantation depuis 2020 d'une usine qui s'appelle les minoteries de l'océan Indien, la plus grande minoterie de la région indo-océanique, permet à Madagascar d'atteindre l'autosuffisance en farine avec un rendement de 1200 tonnes par jour. Dans l'industrie sucrière, depuis 2019, nous avons relancé la production grâce à la remise en marche de l'usine sur la côte est du pays et l'implantation de 2 nouvelles unités industrielles dans le sud-ouest et dans l'est du pays qui produiront 140 000 tonnes de sucre par an. L'opérationnalisation de ces 2 unités de production nous permettra d'atteindre plus de 250 000 tonnes de production de sucre annuellement, sachant que la consommation annuelle nationale est de 200 000 tonnes. Cela va donc nous permettre d'aller vers l'exportation. C'est un grand défi avec fierté que je l'annonce, que l'industrialisation de Madagascar est en marche. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, nous avons inauguré une usine sucrière sur la côte ouest de Madagascar, dans la région de Bouin, un projet réalisé grâce à la collaboration avec l'ONUDI, une unité de production avec une capacité de 60 tonnes par jour. Il s'agit de la 2e usine opérée par des jeunes entrepreneurs malagasy, mais malgré tout cela, le sud de mon pays subit depuis 1932 des périodes de famine récurrentes, raison pour laquelle nous avons mis en place l'usine de production de compléments alimentaires qui s'appelle NutriSud, implantée par l'association FITI, dirigée par mon épouse ici présente. Chaque année, NutriSud produira 600 tonnes de compléments alimentaires, soit 8 millions de dosettes de solutions nutritionnelles qui pourront bénéficier à 120 000 enfants dans les cantines scolaires et ceux victimes de malnutrition chronique. Lors de la crise sanitaire de la Covid-19, nous avons monté une usine Pharmalagas, c'est une usine pharmaceutique. Nous l'avons montée en 3 mois. L'implantation de cette usine Pharmalagas, l'objectif, c'est de transformer la situation de crise en opportunité afin d'exploiter notre richesse en biodiversité. En créant Pharmalagas, nous avons fabriqué le CVO+ gélule afin de protéger la population malgache contre le coronavirus. Il a cité l'octroi de terres aux agriculteurs pour que Madagascar puisse devenir un grenier à riz, mais également le projet MIAR pour la protection de l'environnement. Le directeur général de l'ONUDI, Gerd Müller, a déclaré que l'Afrique attend le champion de l'industrialisation pour le redressement et le développement.
le plan d'émergence de 2030 du Madagascar est un moyen pour la croissance durable, c'est un modèle aussi pour d'autres pays. Et vous êtes un président jeune et dynamique, vous avez une vision pour votre pays, vous êtes un jeune dirigeant dans ce continent africain. Et donc il y a beaucoup d'espoir dont vous êtes investi, Monsieur le Président. L'énergie et l'eau, l'industrialisation, la numérisation est extrêmement importante. Une agriculture moderne, modernisée, en tant que champion de la DDDIA, j'attends que vous soyez le champion de la promotion de ce développement en Afrique. Et nous, ONUDI, allons aider votre pays, Madagascar. Le président Ajrazouel est nommé champion de l'industrialisation avec 9 de ses pairs en Afrique et a reçu son trophée aujourd'hui. Toujours à Vienne, la rencontre entre le président Ajrazouel et le directeur général du fonds OPEP, Abdulmid Al-Khalifa, s'est tenue au siège du fonds OPEP pour le développement international. Les deux parties ont discuté de 3 points stratégiques du gouvernement pour passer aux énergies propres et renouvelables. Lors du voyage du président de la République à Vienne, en Autriche, il a rencontré le directeur général du fonds OPEP, Abdulmid Al-Khalifa. Cette institution financière, créée en 1976, regroupe actuellement 12 pays, à savoir l'Algérie, l'Équateur, le Gabon, l'Indonésie, l'Iran, le Koweït, la Libye, le Nigeria, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Venezuela. Son objectif est de travailler avec les pays en développement et les organisations internationales pour le développement économique et social de ces pays. Certains des domaines sur lesquels il travaillera sont l'énergie, les infrastructures, l'alimentation, l'emploi, l'accès à l'eau potable, la santé et l'éducation. Au cours de cette rencontre, le président Ajrazouel a mis en exergue les 3 points stratégiques du gouvernement qu'il dirige pour passer aux énergies propres et renouvelables. Le premier est de réduire l'utilisation de l'énergie en se basant sur l'utilisation du pétrole pour passer aux énergies vertes et renouvelables. Seuls 15% des ménages malgaches bénéficient de l'électricité obtenue à partir de l'énergie qui passe par le pétrole. Ce taux est très faible et la société Jirama peut difficilement produire 400 MW en utilisant cette énergie qui passe par le pétrole. L'objectif est de tripler ou quadrupler l'approvisionnement en électricité de Madagascar en utilisant des énergies vertes et renouvelables comme le soleil. Ensuite, le président a proposé une stratégie pour réduire l'utilisation du charbon et du bois de chauffage. Le président Ajrazouel a fait de la protection des 5 millions d'hectares de forêt une priorité. La stratégie du président est de distribuer des réchauds qui fonctionnent à l'énergie propre. Sa 3e stratégie est de promouvoir et de prioriser la distribution de kits solaires. Cela a été fait afin de supprimer la dépendance financière avec les compagnies pétrolières. Les kits solaires produisent de l'énergie propre et permettront d'augmenter le nombre de personnes pouvant profiter de l'électricité à la maison. Les deux parties partagent le même point de vue et sont convaincus de se fixer comme objectif stratégique le passage aux énergies vertes et renouvelables et l'utilisation d'énergie propre pour cuisiner à la maison ou ce que l'on appelle clean cooking. L'une des grandes collaborations qui débutera à la fin de l'année, dont les deux parties ont discuté, est le démarrage de ce projet et la distribution de kits solaires à 3 millions de foyers malgaches. Le président Ajrazouel a officiellement invité le directeur général du fonds OPEP à Madagascar. Et puis, retour à Madagascar à présent, la fête des baleines se tiendra du 18 au 21 août à Nousbora, Sainte-Marie. L'événement s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme national et international. Fin de scène à Mireille sur les images de Barnienne Denilson. Les baleines attirent de nombreux touristes à Madagascar. Elles passent à Madagascar de juin à septembre.
Depuis le 20 juin, 220 baleines ont été enregistrées par l'organisation Setamada qui protège ces mammifères marins à Madagascar. Dans le cadre de la stratégie de promotion du tourisme, se tiendra la fête des baleines. L'objectif est d'attirer les touristes locaux et étrangers. Chaque année, avant le Covid-19, entre 2017 et 2019, 4000 touristes sont venus à Sainte-Marie lors du Festival des baleines. Cette année, cet événement n'a pas eu lieu, mais diverses attractions touristiques seront à voir lors de la fête des baleines. La première édition de la fête des baleines se tiendra à Sainte-Marie du 18 au 21 août. Plusieurs compétitions seront organisées autour de cet événement. Dans un tout autre sujet, renforcer les compétences des agents de santé, notamment au sein des CSB. Pour ce faire, 2 plateformes de formation e-learning et Access University ont été créées par le ministère de la Santé publique et l'USAID. L'objectif étant l'amélioration de la qualité des services de santé à Madagascar, selon l'engagement numéro 5 du président de la République envers la population malagasy. Détails sur les images de Barnienne Denilson. La qualité des soins et la performance des agents de santé garantit l'amélioration de la santé publique. Afin qu'ils puissent améliorer leur performance, des formations en ligne sont octroyées aux agents de santé auprès des CSB à travers la plateforme e-learning. 10 cours y sont disponibles et 450 agents des CSB y suivent ces formations. Ils valident ensuite leurs compétences théoriques au niveau des laboratoires de développement de compétences LCD. Par ailleurs, la plateforme Access U est destinée aux superviseurs et formateurs. Ces derniers pourront suivre les cours, passer des tests de connaissances et obtenir une certification de réussite. Ces outils ont été lancés officiellement ce jour par la secrétaire générale du ministère de la Santé publique. Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration entre le ministère et l'USAID. Sécurité à présent, la commune Alassour a reçu ce jour un nouveau poste de gendarmerie grâce à la coopération avec le commandement de la gendarmerie. Cela traduit l'engagement numéro 1 du président de la République qui est la sécurité à Madagascar. La mise en place de ce nouveau poste de gendarmerie est très important pour les habitants en ce sens qu'il assurera une paix durable dans cette commune. Dans les actualités sociales, toutes les routes dégradées dont se plaignent les habitants d'Ivat seront réhabilitées avant la fin de cette année. Le député élu dans le district d'Ambujachim et le maire se donneront la main à cet effet. Pour ce jour, des ruelles bétonnées situées à Ilaïvoul et au marché ont été inaugurées. Barnienne à Denilson. Cette route, près du marché, est une route dont se plaignent les habitants de la commune d'Ivat. Mis à part ceux qui rejoignent le marché, cette route est empruntée quotidiennement par les élèves et les travailleurs. Les responsables ont également réhabilité une ruelle à Ilaïvoul. Selon le maire Pendranjanarsu, toutes les ruelles dont se plaint la population seront également réhabilitées avant la fin de cette année. Ces infrastructures ont pu être réalisées grâce à la coopération des partenaires et du député IRD élu dans le district d'Ambujachim. Et puis, plus de 19 000 ménages d'Antananarivo bénéficieront de l'aide du FID à travers le projet Midzour, dont 5 869 sont du premier arrondissement. Mis à part les aides financières, des mesures d'accompagnement ont également été prises. Le député du premier arrondissement est descendu sur place pour voir la distribution. Détails sur les images de Barnienne à Denilson. Soulnirine est une mère de famille célibataire dans le besoin qui réside dans le premier arrondissement. Elle a 6 enfants, dont l'aîné a 26 ans et le benjamin 2 ans. Elle fait la lessive et travaille aussi comme chercheuse d'eau pour nourrir les 4 enfants qui sont encore à sa charge. Soulnirine fait partie de ceux qui ont bénéficié d'une aide financière de 60 000 ariars tous les 2 mois de la part du FID à travers le projet Midzour. En plus du soutien financier, il existe également des mesures d'accompagnement pour renforcer le capital humain et favoriser l'autonomie par des incitations comportementales et des sessions de formation. Un mécanisme de gestion de plaintes, un système de sauvegarde environnementale et sociale, explique la directrice de projet Vera Bonar. Pour ceux du premier arrondissement,
5869 personnes recevront cette aide auprès des cash points afin d'éviter la queue, selon le député Ratafk. Le projet Midzour sera mis en œuvre dans 3 provinces, notamment à Tanarive, avec 19 400 ménages bénéficiaires, 6 000 à Tuamasin et 2 600 à Fianarantsoa. 3 000 des bénéficiaires sont des personnes âgées. Et pour ce jour, c'était au tour du 4e arrondissement de bénéficier du Vartins émanant de l'État. 5000 familles vulnérables en ont bénéficié gratuitement au gymnase de Mamassen. Reportage. Boulatine fait partie des bénéficiaires du Vartins dans le 4e arrondissement. Elle est lavandière et ils sont 5 à la maison. Ce don émanant de l'État allège beaucoup les charges de la famille, a-t-elle souligné, car elle achète quotidiennement 800 et 900 arrières le tas de riz. Selon les explications, toutes les familles vulnérables au sein des Fouktagnes en bénéficieront. La liste a été collectée par les chefs Fouktagnes et le délégué du 4e arrondissement. L'équipe de la DRCC auprès de la présidence s'est occupée de la distribution. Faits divers, 3 du côté des Dahal et 1 du côté des poursuivants ont été tués dans le village de Masoarive, commune rurale de Masoarive, district d'Antsaalouv, région Mélak, à la suite d'une fusillade entre des policiers et des Dahal qui ont attaqué le village. Les 300 zébus volés ont été restitués à leurs propriétaires. Radraman Azatouf pour plus de détails. Dimanche à 6 h du matin, un groupe de 27 Dahal armés a attaqué le village de Masoarive, commune rurale de Masoarive, district d'Antsaalouv. Ces derniers ont pris 300 zébus. La communauté a averti la police et les autorités et la poursuite a commencé. Des échanges de tirs ont eu lieu. 3 ont été abattus du côté des Dahal et une personne du côté des poursuivants. Les 300 zébus ont été restitués à leurs propriétaires. Pour maîtriser la sécurité, les gendarmes appellent la collaboration de tout un chacun. Le district de Maintran avoisine le district d'Antsaalouv. Selon les informations reçues, les forces de l'ordre tentent de maîtriser la sécurité sur place. Des éléments de l'armée malagasy sont implantés dans toutes les zones rouges, selon toujours les informations reçues. Dans les actualités internationales, des milliers de Soudanais ont défilé jeudi dans les rues de Khartoum pour exhorter les militaires à la tête du pays depuis le putsch d'octobre à retourner dans leurs casernes et pour réclamer les meilleures conditions de vie. Les militaires dans leurs casernes, la sécurité ou encore la santé et l'éducation gratuite scandent les protestataires. France 24. Près de 10 mois après le coup d'État, la contestation ne faiblit pas au Soudan. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Khartoum ce jeudi pour s'opposer à la dernière proposition des autorités de transition. On ne se sent pas du tout représenté par cette initiative. Il n'y a que par la rue que nous obtiendrons justice. L'initiative, portée le mois dernier par un influent chef religieux soufi, prévoit la tenue d'une conférence nationale chargée d'établir une feuille de route pour sortir de la transition. Accueillie favorablement par le gouvernement du général Abdel Fattah al-Burhan, la proposition a suscité la colère de l'opposition qui affirme ne pas avoir été invitée à cette conférence. Elle dénonce une manœuvre politique cherchant à exclure les comités révolutionnaires des négociations à venir. Cette initiative veut détourner les gens du travail accompli par les comités de résistance ces derniers mois. Toute initiative qui n'est pas dirigée par les comités ne peut aboutir. Depuis le coup d'État du mois d'octobre, les manifestations contre le pouvoir militaire s'enchaînent et se succèdent au Soudan, malgré une violente répression qui a déjà fait plus de 100 morts. En plus des revendications politiques, nombre de Soudanais dénoncent l'inertie des autorités face à une économie en chute libre.
Un litre de gasoil à plus de 1 euro. Au Niger, la hausse du prix des carburants décidée le 1er août commence à se faire sentir sur les transporteurs et les consommateurs. Les Nigériens vivent en moyenne avec moins de 2 euros par jour. Un accord a été signé entre gouvernement, syndicats et associations. Le but est de limiter l'impact de cette augmentation sur l'économie. France 24. Réaction très rapide du gouvernement nigérien qui avait certainement déjà prévu plusieurs mesures de compensation bien avant de permettre cette hausse du prix du gasoil sur son sol. Une hausse qui n'avait pas été annoncée au préalable et qui a pris à revers plusieurs milliers de travailleurs ici au Niger et qui avait même empêché plusieurs transporteurs de reprendre la route alors qu'ils étaient en transit à Niamey, faute de moyens pour acheter du carburant. La surprise donc qui a été justifiée par le gouvernement par une crainte de la spéculation. Toutes les fois que vous devez aboutir à des hausses et que l'information est connue avant, il y a une ingénierie, une industrie de la spéculation qui peut se mettre en place et qui peut créer une pénurie de laquelle vous ne sortirez pas aisément. C'est donc pour protéger notre économie de ces spéculateurs éventuels que cette mesure a été prise et conduite de cette manière-là. Les mesures prises, elles, sont censées faire équilibre avec cette hausse du prix. Mais le gasoil, lui, va rester à plus d'1 euro le litre au Niger. Il est trop tôt et les accords fournis par les syndicats et le gouvernement sont encore trop flous pour savoir si, oui ou non, les Nigériens vont pouvoir supporter une hausse générale des prix liée à cette augmentation du coût de ce carburant. Prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les augmentations fantaisistes des prix de services de transport au Niger et des produits de consommation courante. Les Nigériens subissent déjà, depuis le début de l'année 2022, une hausse du coût de la vie due à l'augmentation des coûts du transport. C'est donc un nouveau coup dur pour une nation enclavée qui importe une large partie de ses marchandises dans des convois menacés par l'insécurité tantôt, mais également par la hausse des prix du carburant dans plusieurs pays de transit. Un coup dur également pour les plus précaires car le salaire moyen au Niger, lui, reste autour de 50 euros. Et la France enregistre vendredi son 3e pic de canicule de l'année. Le mercure affichera une fois de plus des températures records de la Bretagne à la vallée de la Garonne, atteignant jusqu'à 41 degrés par endroit. France 24. L'Europe au secours de la France et de ses pompiers pour tenter d'éteindre les incendies qui ravagent la forêt de Gironde et des Landes. À l'aéroport de Bordeaux hier après-midi, voici 2 Canadair envoyés par la Grèce. 4 autres pays vont aussi apporter leur soutien logistique, l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne, tout comme la Roumanie. Dans cette caserne située dans les environs de Bucarest, 77 hommes et 14 camions ont été mobilisés, avec à bord 4000 litres d'eau. Ces pompiers allemands, eux, arrivés hier dans le secteur sinistré, sont opérationnels. Nous n'avons pas hésité une seconde à proposer notre aide et nous avons aussitôt commencé les préparatifs pour partir de chez nous à 3 h du matin pour venir ici. Nous espérons pouvoir vous aider. Une mobilisation possible grâce à un nouveau mécanisme de coopération et de protection civile ordonné par l'Union européenne entre ses États membres, qu'elle finance aux 3/4. D'autres pays voisins tels que l'Italie ou le Portugal, eux-mêmes confrontés à des incendies, ne peuvent pour l'instant venir en aide à la France. C'était les points essentiels de cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.